Lolo, tu mets les tuiles dans le seau. Un dimanche, en changeant des tuiles avec son fils, Olivier a fait une drôle de trouvaille. Un arc-en-ciel sur le toit. Un petit arc-en-ciel sur le toit. Je lui dis, c'est quoi ça? Je me suis approché, comme si ça m'attirait. Je l'ai pris dans mes mains. Même dans ma main, elle brillait. Ébloui par cette découverte, Olivier est persuadé d'avoir mis la main sur un joyau. La fameuse pierre qu'on a trouvée avec mon fils. La voilà. Un joyau est tombé du ciel. Hein. Une pierre assez rare qui, une fois taillée, pourrait ressembler à ça. Un diamant noir, aussi appelé carbonado. Une pièce pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Olivier a-t-il vraiment découvert un trésor? Un vieux téléphone? Une radio des années 60 ou de l'argenterie du siècle dernier? Qui n'a pas rêvé un jour de trouver un trésor? En France, comme partout dans le monde, la presse raffole de ces belles histoires. Mais parfois, en pensant décrocher le gros lot, on peut aussi tomber sur un os. Le pourcentage d'histoires qui se terminent bien est quand même assez faible. Mais toutes les pistes méritent d'être suivies jusqu'au bout. Parce que très souvent, la quête fait partie du charme de notre travail. Emmanuel Laillan est commissaire-priseur à la ville comme à l'écran. Une partie de son travail, conseiller et orienter. Le premier réflexe, quand on pense avoir quelque chose d'intéressant entre les mains, c'est de s'adresser à un commissaire-priseur. Pour déjà vous dire, laissez tomber, ça sert à rien. Ou bien, écoutez, moi j'ai telle personne à vous conseiller, est-ce que vous voulez le vendre, est-ce que vous voulez le conserver? Et là, on peut commencer une démarche. Difficile, quand on n'y connaît rien, de faire la différence entre un vrai et un faux trésor. Comment rester clairvoyant? Peut-on faire fructifier sa trouvaille? Les belles histoires n'arrivent-elles pas qu'aux autres? Avant que la pierre d'Olivier soit identifiée, il veut y croire. Alors des fois, je la cache. Même ma femme, elle n'est pas au courant que je la cache. En haut des toilettes. Après, je la cache derrière les gobelets en plastique. Et le plus souvent, c'est dans la cheminée. Je lève la petite trappe et puis après, je referme. Et puis voilà. Bien mangé. Anne-Laure, son épouse, est un peu dubitative. Bientôt, toute la petite famille sera fixée. Olivier s'apprête à aller faire expertiser sa pierre. Je ne veux pas gagner, je ne veux pas acheter une maison avec, ça c'est sûr et certain. Mais bon, ça fera un peu de bonheur. Et déjà la première chose, cet après-midi, si on est d'accord avec l'acheteur, déjà gâter mes gamins. Première chose, c'est ce que je veux. Nous avons soumis le cas d'Olivier à notre expert. Face à une pierre de cette taille-là, si elle est bonne, hein, c'est vraiment un diamant grande taille, donc là c'est vraiment un domaine de spécialiste. Être confronté à des spécialistes et à des analyses très techniques, Michel Morillon en sait quelque chose. Il y a 18 ans, ce viticulteur a fait l'acquisition d'une vieille croûte dans une vente aux enchères à Saint-Nazaire. Ils ont passé les cadres un par un, 500, 700, 800, 1000 francs. Et moi, j'avais quoi? J'avais 100 francs dans la poche, le reste, c'est tout ce que j'avais, donc je ne pouvais pas aller au-dessus de 100 francs. Et puis à la fin, il dit, bon, alors 200, personne n'en veut, allez, 50 pour le cadre. J'ai levé la main, voilà. Ce n'est que 4 mois après son achat qu'il découvre une signature en bas du pastel. 7 lettres écrites à la plume qui forment le nom Gauguin. Mais en ce qui concerne le peintre du 19e siècle, Toutes les signatures ne se ressemblent pas. il va donc falloir chercher des arguments ailleurs. J'ai comparé avec tout ce qu'il pouvait y avoir dans la peinture de Gauguin. Je me suis aperçu qu'il y avait une ressemblance avec ça, cette partie-là. Donc on a la croix centrale. Ici, on a comme un Christ en croix. On a un Christ jaune ici. Et j'ai vu sur le livre, il y avait cette tête-là. Mais bon, là, il tourne la tête à droite, là, il est à gauche. C'est comme un effet miroir qu'on a là. On a pratiquement des choses qui ont été faites comme si c'était un miroir. Un travail de fourmi qui passionne Michel depuis une dizaine d'années. C'est devenu un challenge, c'est devenu un hobby. Un hobby qui pourrait lui rapporter gros. En 2008, l'une des œuvres de Gauguin s'est vendue à près de 30 millions d'euros. De quoi troubler aussi notre expert. À première vue, la première chose qu'on peut dire, c'est que le style ne correspond pas au style de Gauguin, qui est plutôt un artiste figuratif. Maintenant, je trouve que les couleurs, la gamme chromatique, elle se rapproche effectivement des couleurs choisies par Gauguin. Et puis même, c'est vrai que c'est un tableau qui est abstrait, mais on peut quand même deviner des formes, on peut reconnaître des formes, comme des indices. Je comprends qu'on puisse se poser des questions, ça c'est certain. Pour en avoir le cœur net et savoir si son tableau est un vrai, Michel a contacté l'Institut Wildenstein, principal expert concernant cette période de l'histoire de l'art. Voilà la réponse.
Suite à votre lettre de juillet, j'ai le regret de vous annoncer que M. Daniel Wildenstein ne considère pas votre pastel comme étant de la main de Paul Gauguin et il ne sera donc pas inclus dans notre catalogue raisonné des œuvres de l'artiste. La tâche est très difficile. Expertiser un tableau, authentifier un tableau, surtout quand il s'agit de Gauguin, c'est un artiste qu'on connaît. Donc, bien sûr, on touche là à un domaine très délicat. C'est difficile, mais c'est à la hauteur de l'enjeu. Pour Olivier, c'est l'heure de vérité. Bonjour, c'est au bout du couloir après la grille. Il arrive chez Virginie Azy, artisan joaillier. Va-t-il toucher le gros lot? Donc, monsieur, c'est vous qui avez trouvé donc, Voilà, cette fameuse pierre. Moi, ce que je vais faire premièrement, c'est tester votre pierre avec cet appareil qu'on appelle un testeur de diamant. Donc, c'est un appareil qui va nous déterminer si c'est un diamant ou une imitation du diamant. Donc, si ça monte la lumière dans le rouge et que ça fait bip bip, ça veut dire que c'est soit un diamant, soit une moissonnite. Un peu stressé, Olivier? Un peu beaucoup, même. Hein? On va voir. Asseyez-vous, monsieur, vous serez mieux. Non. Alors, c'est ça que vous avez trouvé, Voilà. donc... Sur le toit. Bah, malheureusement, non. Pour moi, c'est pas un diamant. Donc, c'est pas un diamant. Parce que le diamant, ça monte vraiment bien. Hein. Ça monte tout de suite. Vous voyez, dans le rouge? C'est toujours un petit peu triste parce que, bon, on casse les illusions. C'est un peu comme le bulletin du loto. On achète un loto, on y croit jusqu'au lendemain. On se dit, bah tiens, je ferai un tour du monde et tout ça. Bah là, c'est pareil. Et moi, je suis le résultat du loto. Donc, et c'est rarement le gros lot. Hein. Vous êtes déçu? Bah, un tout petit peu, oui, c'est normal. On pensait... Mais bon, on perd pas espoir. On va refaire des autres recherches. Il faut pas laisser tomber. Voilà. Quand on y a cru, c'est difficile. Et puis en plus, le test est un petit peu brutal avec cette machine qui d'un coup vous dit non. Je comprends qu'ils veuillent savoir au moins ce dont il s'agit. Parce qu'on sait qu'il ne s'agit pas d'un diamant noir, mais on ne sait pas ce que c'est. On n'en sait pas plus. Olivier est bien décidé à mener son enquête jusqu'au bout. Pour Michel, cela fait 10 ans que cela dure. Son tableau a été passé au crible. Il n'y a pas eu une seule analyse. Il y en a eu des tonnes. Déjà, le papier et l'époque. Il n'y a pas de pigment moderne. Donc on sait que c'est antérieur à 1908. Malgré ces preuves scientifiques, les experts ne veulent toujours pas authentifier le tableau. Michel, lui, forge sa conviction, cette esquisse est un trésor. Et restera une rencontre imprévue qui a changé le cours de sa vie.